Toute personne admirée pour son courage, sa noblesse ou ses exploits, en particulier à la guerre. Toute personne admirée pour ses qualités ou ses réalisations est considérée comme un idéal ou un modèle. Ils sont à la hauteur de la situation. Ils relèvent le défi. Ils nous inspirent. Ce sont des héros. Charles C. Rogers, né en Virginie occidentale, 1929. Général de division retraité de l'armée américaine, il est désormais pasteur baptiste auprès des troupes américaines en Allemagne. Un homme guidé par sa foi et par le devoir d'exceller. 1968 Halloween au Vietnam. Les Nord-Vietnamiens lancent une attaque furieuse contre la base de feu Rogers, près de la frontière cambodgienne. La bataille dure toute la nuit et jusqu'à l'aube. Rogers rallie ses troupes et dirige la défense, repoussant les attaques en vagues humaines. Il est blessé, blessé à nouveau, blessé une troisième fois. Enfin, l'ennemi se retire. Rogers recevra la médaille d'honneur du Congrès. Lieutenant-colonel Charles C. Rogers, de l'artillerie de campagne de l'armée des États-Unis, alors qu'il servait comme officier commandant du 1er bataillon 5e artillerie, 1re infanterie. Toute ma famille avait été présente, ce qui m'a fait très plaisir. Ma mère et mon père étaient très heureux. Fierce. Ils avaient de si grandes attentes pour moi toute ma vie, et cela a rendu les choses difficiles pour moi. Tout ce que je faisais, et je le dis avec beaucoup de sincérité aussi, au lycée et à l'université, au lycée, je jouais au football. Et au basketball et à d'autres types de sports. J'ai toujours voulu rendre fiers maman et papa. J'étais un bon élève avec presque que des A. Et j'ai travaillé très dur pour les rendre fiers de moi. J'ai vite compris que le Seigneur m'avait offert beaucoup de capacités et de talents. Et la seule chose à laquelle j'étais très sensible, c'était d'être à la hauteur des capacités que le Seigneur m'avait données. Le courage et l'héroïsme inébranlable du colonel Rogers ont inspiré les défenseurs de la base de soutien d'artillerie à atteindre des sommets de bravoure pour vaincre une force ennemie déterminée et numériquement supérieure. Mais je suppose que j'étais profondément attristé par mes pensées et mes souvenirs de ce qui s'était passé et de ce que cette médaille signifiait. Elle représentait la mort et les blessures de plusieurs personnes. Charles Rogers et les hommes de son unité d'artillerie faisaient partie de la division d'infanterie de l'armée américaine, appelée la Big Red One. La division a lancé une offensive majeure contre les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong à l'automne 1968, dans le but d'empêcher l'ennemi d'attaquer la capitale du Sud-Vietnam, Saigon. Ce documentaire de l'armée américaine a décrit l'action. L'objectif de ces campagnes agressives était d'anéantir le potentiel de guerre de l'ennemi à grande échelle. Tuer ses troupes, détruire ses camps de base et ses dépôts de ravitaillement, couper ses voies de ravitaillement ainsi que ses routes d'infiltration et de retraite. Il y avait des contacts fréquents avec l'ennemi alors que des forces puissantes progressaient vers le nord, menant la deuxième phase de l'opération Victoire assurée. La résistance du Viet Cong était forte et les combats étaient acharnés alors que les hommes de la première division menaient plusieurs actions de harcèlement, détruisant des camps ennemis et des bunkers solidement construits avec des tirs intenses soutenus par l'artillerie. L'offensive a notamment comporté des affrontements avec la première division de l'armée nord-vietnamienne. Ces affrontements ont eu lieu juste de l'autre côté de la frontière, dans la zone en forme d'hameçon au Cambodge. La Big Red One avait installé plusieurs bases de soutien d'artillerie dans la région. Elles étaient situées à cheval sur une importante route d'infiltration des envahisseurs nord-vietnamiens. Un de mes commandants adjoints de division m'a accompagné là-bas. Il s'appelait le général Bill Connett Coleman, aujourd'hui décédé. Il m'a dit « Charlie, tu seras souvent visé par des roquettes et très souvent par des tirs de mortier ici, et tu seras souvent attaqué car c'est une route principale de ravitaillement. » Nous ne savions pas, bien sûr, ce qui allait arriver. Mais nous étions juste à la frontière cambodgienne au Vietnam. Et la nuit, dans mes hélicoptères, je pouvais monter et voir de longues files de camions, les phares des véhicules venant du nord du Cambodge et descendant vers le sud, juste le long de la frontière. Et juste à la frontière, ils éteignant leurs phares. Nous soupçonnions qu'ils déchargeaient des munitions, du matériel et des troupes, mais nous ne pouvions pas tirer sur eux au-delà de la frontière.
De temps en temps, nous essuyions des tirs venant de l'autre côté de la frontière, mais à cette époque, nous n'étions pas autorisés à riposter de l'autre côté de la frontière. Les bases d'appui-feu, les gros canons de l'artillerie. Des chars mobiles, de gros obusiers, des mitrailleuses, des mortiers, tout est utilisé pour protéger la position retranchée, creusée pour se défendre contre une attaque, ainsi que pour empêcher les Nord-Vietnamiens de franchir la frontière. Pour Charles Rogers et les hommes de la base d'appui-feu Rita, la nuit allait être longue. Les héros reviendront dans un instant. Aux héros. L'élection présidentielle de 1968 n'était plus qu'à 6 jours lorsque les hommes du colonel Rogers se sont retranchés à la base de feu Rita, au Vietnam. Richard Nixon était sur le point de gagner. Hubert Humphrey, qui avait accepté l'investiture que Lyndon Johnson avait refusée, luttait en vain pour convaincre les électeurs que les pourparlers de paix allaient aboutir. Le dernier jour d'octobre, le président Johnson a arrêté les bombardements sur le Nord-Vietnam. À Paris, l'ambassadeur Avril Harriman pensait que cela débloquerait les pourparlers de paix. J'ai une déclaration que j'ai commencée aujourd'hui et j'appelle les Nord-Vietnamiens à avancer vers la paix. À Washington, le secrétaire d'État Dean Russ a annoncé l'arrêt des bombardements. Le président Johnson a clairement déclaré hier soir que sa décision d'arrêter les bombardements du Nord-Vietnam était fondée sur des attentes précises, à savoir que le gouvernement du Sud-Vietnam participera aux discussions pour une paix honorable. Pendant les tentatives de paix, les hommes du colonel Rogers bloquaient l'arrivée de ravitaillements nord-vietnamiens au Sud-Vietnam, via la piste Ho Chi Minh depuis le Cambodge. Ainsi, tandis qu'à l'étranger on parlait de paix le 31 octobre, c'était Halloween au Vietnam. Et Charles Rogers et ses troupes allaient vivre une nuit de combat sanglant. Nous tirions ce que nous appelions des tirs fondés sur nos renseignements dans la zone juste du côté vietnamien de la frontière, là où nous pensions que des troupes ou du matériel seraient amenés à traverser la frontière. Nous avons alors constaté de fortes explosions dans la zone visée par notre artillerie. Nous appelons cela des explosions secondaires lorsque les munitions frappent le sol et qu'une autre détonation survient ensuite. Et après la fin de l'action, certains des prisonniers de guerre capturés ont dit à nos soldats et à nos interrogateurs que la raison pour laquelle ils avaient attaqué notre position là-bas dans la jungle était parce que nous avions détruit et endommagé une grande partie de leur équipement. Ces explosions secondaires provenaient de leur principal dépôt de munitions. Et ils ont compris qu'ils n'arriveraient jamais à faire passer des fournitures du Cambodge jusqu'à Saïgon à moins d'éliminer l'artillerie. Et nous venions juste de tirer ce que nous appelons une minute de tir intensif, où toutes les armes du commandement tirent sur le périmètre, tout autour du poste de commandement, des centres d'opération tactique, et ainsi de suite. Nous avons tiré avec toutes nos armes sur le périmètre, ainsi si l'ennemi tentait de s'infiltrer ou de lancer une attaque, nous pouvions le neutraliser et briser toute initiative. Et j'étais dans mon centre d'opération, et puis à la fin de la minute, le bruit des tirs ne s'est pas arrêté. Les soldats, comme ils le font souvent, ont tendance à donner des noms aux choses, parfois de façon humoristique. Et plus tard, ils ont appelé la nuit de cette attaque majeure la fête d'Halloween. Eh bien, c'était tout sauf une fête. Le colonel Rogers, sans se soucier de sa propre sécurité, s'est déplacé à travers une pluie d'éclats provenant des tirs ennemis jusqu'à la zone en plein combat. Il a vigoureusement rassemblé les artilleurs hébétés pour qu'ils maniaient les obusiers, et il a dirigé leur feu sur l'ennemi assaillant. Et le premier sergent a dit « Couchez-vous, colonel, il y a 3 soldats de l'ANV là-bas. » Et il montrait les soldats de l'armée nord-vietnamienne. Et j'ai commencé à tomber en avant, regardant dans la direction qu'il indiquait. Alors que je tombais en avant, quelque chose m'a frappé au visage et m'a renversé en arrière. Et j'ai perdu connaissance pendant un court instant, puis j'ai eu l'impression de me noyer. Et puis, quand j'ai repris connaissance, j'ai commencé à tousser et à m'étouffer, je me suis retourné et j'ai réalisé que j'étais en train de me noyer dans mon sang. Mon propre sang. Et ce qui s'était passé, apparemment, j'avais vu 3 soldats nord-vietnamiens tirer debout avec leurs fusils quand le sergent m'a dit de regarder.
Alors que je tombais en avant, je les ai vus debout et j'ai vu la rafale de tir. Et puis apparemment, la balle du fusil a dû toucher mon obusier automoteur et ricocher et me frapper au visage. Quoi qu'il en soit, elle est entrée juste ici, et quand je me suis réveillé en train de me noyer dans mon sang alors que j'essayais de respirer, je m'étouffais avec. Et j'ai senti quelque chose dans ma bouche, j'ai tendu la main et j'ai sorti la balle de ma bouche. Refusant tout traitement médical, le colonel Rogers a rétabli et renforcé les positions défensives. Alors qu'une deuxième attaque en vague humaine était lancée contre un autre secteur du périmètre, le colonel Rogers a dirigé le feu d'artillerie sur l'ennemi assaillant et a mené une seconde contre-attaque contre les forces qui chargeaient. Son exemple valeureux a rallié les défenseurs assiégés pour repousser et vaincre l'assaut ennemi. Le colonel Rogers se déplaçait de position en position sous un feu ennemi intense, apportant encouragement et directive à ses hommes. Les canons d'une base d'artillerie sont trop lourds pour être déplacés vite. Donc, quand la base est attaquée, la meilleure façon de la défendre, c'est de se retrancher. Face au tir ennemi, la première réaction est de courir s'abriter. Mais bientôt, il est temps de défendre le camp. Le commandement s'impose alors pour protéger les hommes, la base, pour combattre l'ennemi. Charles Rogers a donné un ordre simple. Je me souviens d'une occasion où un soldat était en poste avec une mitrailleuse de calibre 50 au sommet de l'un de mes obusiers automoteurs quand il a été abattu et tué pendant qu'il faisait cela, et il est tombé à nos pieds. Et j'ai dit à un soldat qui se battait avec moi, « Lève-toi et va servir cette mitrailleuse. » Et il m'a regardé très étrangement. Le gars qui était en train de manier la mitrailleuse venait d'être abattu et il gisait à nos pieds. Il m'a longuement observé et je n'oublierai jamais son expression ni son regard. Grâce à l'éclairage autour de nous, on voyait bien. Et il s'est penché pour prendre une boîte pleine de munitions, puis il a grimpé sur cet obusier et il a commencé à servir cette mitrailleuse. Le fait de me voir là, en train de faire ce que je devais faire, les a encouragés. À un moment comme celui-là, tu ne t'inquiètes pas de te faire tuer. Tu ne t'inquiètes même pas de te blesser. Tu t'inquiètes seulement de faire ce que tu dois faire. Et c'est ce que mes soldats ont fait. À l'aube, l'ennemi déterminé a lancé une troisième attaque contre la base d'appui-feu dans une tentative de submerger la position. Voyant un obusier hors service à cause des pertes, le colonel Rogers a rejoint les membres survivants de l'équipage pour remettre l'obusier en action. Il n'y avait pas de ligne de front au Vietnam. Les Nord-Vietnamiens attaquaient soudainement, surgissant de la jungle, attaquant avec une intensité soutenue. Ils arrivaient en vagues humaines. Rogers et ses hommes à la base d'appui-feu Rita étaient encerclés par l'ennemi. Et l'ennemi arrivait sans cesse. Puis j'ai remarqué, sur la droite, à l'est de notre position, à environ 70 mètres, une roquette a frappé et explosé. Je n'y ai pas trop prêté attention, franchement, parce que j'avais l'habitude de voir des roquettes frapper et exploser tout le temps. Je me souviens juste avoir été projeté dans les airs. J'ai vu un soldat projeté dans les airs, et j'ai vu un obusier tracté de 105 mm. Les affûts de l'obusier avançaient, et tout semblait se dérouler au ralenti, à la façon dont nous bougions. Et nous étions simplement projetés dans les airs, puis j'ai vu que je redescendais, et je me suis dit, en tant qu'ancien parachutiste, que si je ne rentrais pas la tête, je pourrais me casser le cou en atterrissant. Alors, en redescendant, je me souviens avoir rentré la tête et m'être baissé comme ça, de sorte que j'ai atterri sur l'arrière de ma tête et sur mes épaules. Si j'avais atterri droit, je me serais brisé la nuque.
J'ai atterri sur la tête et les épaules, puis j'ai roulé et violemment heurté l'abri de repos. Je voyais mes 2 jambes en l'air contre les sacs de sable, et j'étais allongé sur les épaules et la tête. La botte gauche avait complètement été arrachée, et la jambe était fendue depuis la cheville jusqu'au pied. La botte blanche était ouverte, avec des blessures à cet endroit. Allongé, j'ai tenté de bouger mes orteils pour vérifier si quelque chose était cassé. Je ne pouvais pas bouger mes orteils et j'ai cru que les os étaient cassés. Alors j'ai balancé mes pieds vers le bas et je me suis hissé à côté du sac de couchage pour avoir un peu de protection parce que je ne pouvais plus bouger. Quelques minutes plus tard, ou plutôt quelques secondes plus tard, j'imagine, mon officier des opérations est sorti en courant avec le médecin et une civière. Et il m'a soulevé et m'a mis sur la civière. C'était le commandant Ken Smith. Ils m'ont mis sur la civière et ont vu que j'étais encore en vie, et Ken Smith a dit « Colonel, vous avez plus de vie qu'un chat ». Bien que trop grièvement blessé pour diriger physiquement les défenseurs, le colonel Rogers a continué à encourager et à guider ses hommes pour vaincre et repousser l'attaque ennemie. Et pourquoi suis-je allé là-bas ? Vers le périmètre où tous les obusiers étaient en difficulté, où les chars explosaient et brûlèrent les munitions qu'ils contenaient, parce que je me sentais responsable de ce commandement et de cette position. Et j'avais une pointe de peur ou d'inquiétude en moi à l'idée de perdre mon commandement, de perdre mes soldats. Et c'est pourquoi je ne prends pas du tout à la légère tout ce qui concerne la médaille d'honneur. Et c'est pourquoi je porte la médaille si rarement. Quand je la porte, cela a une signification très spéciale pour moi. J'aime ces soldats et les aimerai toujours. Ils ont tout donné. Les héros reviendront dans un instant. Au zéro. Aujourd'hui, lors de petits déjeuners de prière comme celui-ci en Allemagne, Charles Rogers mène une vie qui combine ses 2 grandes passions, la religion et l'armée. En 1983, il a pris sa retraite avec le grade de général de division et a déménagé à Munich avec sa femme allemande, Marguerite. Il a entrepris des études de théologie et, aujourd'hui ministre ordonné, il s'implique auprès de la communauté militaire américaine en Europe. Charlie, je ne sais pas si J'espère que tu pourras le capter à la caméra parce qu'il rayonne littéralement quand tu es près de lui. Il y a une aura autour de Charlie Rogers, c'est contagieux. Toute personne qui est près de lui commence à se sentir bien en sa présence. Et lors du petit déjeuner de prière, c'est un homme d'une grande profondeur, d'une grande perspicacité, un homme profondément chrétien, mais qui n'en fait pas étalage. Mais elle est bien là. Il visite des bases en Europe pour conseiller et inspirer les soldats américains. Rogers est à la fois général et ministre. Et un soldat m'a demandé « Comment, au nom du ciel, pouvons-nous gérer cela en tant que militaires, en montrant que nous sommes chrétiens, et surtout lorsqu'on occupe un poste de commandement ?» C'était un jeune capitaine qui se préparait à prendre le commandement d'une compagnie de chars. Et il dit « Eh bien, ils s'attendent à ce que vous soyez dur, exigeant et ferme. » Comment puis-je être chrétien et être ainsi ? J'ai cité quelques exemples de choses faites dans ma vie. Un soldat nommé Nathaniel White est devenu dans mon unité dans ces conditions. Et j'ai dit « White, tu as la pire réputation de tout ce foutu bataillon. Tu as été jeté aux trous pendant 3 mois. On t'a retiré les 2/3 de ta solde pendant 3 mois. Tu as tabassé un sous-officier. Tu as eu des histoires avec des femmes qui t'ont causé des ennuis. Et tu as fait ci, tu as fait ça, on t'a arrêté pour vol. Je ne voulais vraiment pas de toi dans ma batterie. Mais tu es ici et tu es sous mes ordres. Je ferai de toi mon radiotéléphoniste et chauffeur de jeep. » Le premier sergent dit « Monsieur, ce type ne peut pas être votre conducteur de jeep. Il serait la risée du bataillon. Tout le monde sait que c'est un fainéant et un idiot. » Attendez une minute, premier sergent. C'est le seul gars de cette batterie qui n'a jamais fait d'erreur. Vous ne pouvez pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Vos sergents ne peuvent pas dire ça. Son dossier est parfait.
Il vient d'être affecté et il est irréprochable, et je vais lui donner le meilleur poste que j'ai. » Vous pouviez voir ce soldat se redresser. J'ai dit « White, tu sors et tu prends ce poste, et je veux que tu le tiennes bien. » « Oui, monsieur, » il a salué. Dès lors, il est devenu le meilleur soldat de cette batterie, sans jamais commettre de faute. Et c'est comme ça que j'ai dit à ce capitaine d'aller commander son unité, en aimant tes soldats, en prenant soin d'eux, en t'intéressant à eux, et en leur pardonnant quand ils paient la main le prix. Donc tu es heureux. Es-tu satisfait de tes collègues ? Oui, monsieur. Et l'entraînement ? Tu te trouves très bon ? Prêt pour la guerre ? Oui, monsieur. Tu es confiant ? Oui. Ton obusier sera à la hauteur ? Il le fera, monsieur. L'entretien de cet obusier était suffisant pour qu'il fasse l'affaire ? Merci, monsieur. Tu en es sûr ? Absolument, monsieur. Or. Le meilleur d'entre vous. Merci, monsieur. C'était difficile en grandissant de penser, je suppose, et de comprendre et de vraiment ressentir que la vie de mon père était en danger. Alors je suppose que nous, peut-être, en essayant de comprendre et de saisir cela, nous l'avons tout simplement ignoré. Comme je l'ai dit, c'était un jour ordinaire où il partait travailler, mais il a juste été absent 1 an environ. Fidèle aux aspirations de ses parents et à ses convictions de foi et de devoir, Charles Rogers est aujourd'hui un héros humble. Donc ce que j'ai reçu dans ma vie, je le rends aussitôt au Seigneur parce que toute la gloire, tout l'honneur lui reviennent. Merci de nous avoir regardés. Si vous souhaitez nous aider à produire plus de contenu historique captivant comme celui-ci, mettez un j'aime et laissez un commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.